On va donc commencer cette table ronde-là intitulée « Les études d'air aujourd'hui, quelle offre de formation ?» Et comme cela a été dit au tout début de ce colloque sur les aires culturelles, il s'agit de revenir sur ce sujet, de le retravailler, de voir du point de vue conceptuel ce que cela signifie dans les cadres de la mondialisation. Et l'approche suivie par ces colloques était à la fois scientifique, épistémologique et pratique. Et nous voilà justement dans une table ronde où la dimension pratique, sans oublier les autres éléments, les autres dimensions, va être très importante puisqu'il s'agit de regarder donc du point de vue des études d'air culturel, de quelle manière ils s'articulent avec les offres de formation et quels sont, de ce point de vue-là, les enjeux selon les différentes aires culturelles, quels sont même, je dirais, les débouchés que cela permet dans les contextes actuels, dans le cadre, encore une fois, de la mondialisation. Pour cela, donc, nous avons 4 intervenants de grande qualité. Je vais sans doute être très synthétique là, au fur et à mesure que vous allez intervenir pour rappeler votre appartenance institutionnelle. Et nous allons suivre l'ordre qui a été, je ne sais pas avec quels critères, établi sur le programme. Et avec, pour commencer, Bernard Thomain, qui est historien, qui est spécialiste de l'histoire des politiques sanitaires et sociales du Japon moderne et contemporain, qui est membre du Centre d'études japonaises de l'INALCO depuis 1998 et qui, sans doute, nous parlera de cette situation-là, de cette question-là, à partir plutôt de l'expérience et de la situation de l'ère géographique et plutôt asiatique. Donc voilà, nous avons, je crois que je me dirige à Jacques, par exemple, une quinzaine de minutes par intervenant, c'est ça? Très bien. Je pense que peut-être il est bien de faire une intervention de chacun, disons, d'une dizaine de minutes pour poser la question, aborder le sujet en fonction des aires spécifiques dans lesquelles vous travaillez. Et après, on va enclencher une discussion, y compris avec le public. Donc, merci pour cette invitation à ce colloque. Donc effectivement, moi je suis donc historien, spécialiste du Japon. Je suis aussi, je voudrais préciser, j'ai une certaine expérience dans la gestion des diplômes de master, puisque j'ai été co-responsable avec Catherine Mayer-Jaouin pendant quelques années d'un master disciplinaire au sein de l'INALCO, un master disciplinaire qui était transversal à une cinquantaine de langues. Alors, on avait mis en place une sorte de système d'enseignement transversal de sciences sociales, mais avec des entrées pour une cinquantaine de langues, donc dans toutes les aires couvertes par l'INALCO. Et actuellement, donc depuis un an, j'ai changé un peu de casquette, je suis responsable du master d'études japonaises. Alors, je suis revenu à quelque chose de plus classique. Donc moi, je suis particulièrement... Alors, on me demande de plutôt parler des questions, de la question de l'enseignement des aires culturelles asiatiques. Alors, pour ce qui est de l'INALCO, je pense qu'il faut faire la distinction entre, disons, la licence et le master et le doctorat. C'est quand même des problématiques assez différentes. Pour ce qui est de la licence, ce qui caractérise les aires asiatiques, pour en tout cas beaucoup d'entre elles, c'est le nombre très important d'étudiants. À l'INALCO, nous avons en japonais à peu près 1000 étudiants, en chinois 1000 étudiants. En coréen, il y a une véritable explosion des effectifs, qui est d'ailleurs très difficile à gérer, puisqu'il y a un manque cruel d'enseignants. Ils sont à plusieurs centaines et ils ne savent absolument pas comment faire, étant donné qu'ils ne pourront pas avoir dans les années qui viennent les postes dont ils ont vraiment besoin. Et il y a aussi, alors il y a ensuite un certain nombre, donc beaucoup de langues asiatiques qui ont des plus petits effectifs.
mais qui ont quand même des effectifs qui sont quand même tout à fait conséquents. Donc, il y a à gérer, effectivement, je vais dire, un très grand nombre d'étudiants. C'est quelque chose qui, effectivement, pose la question, en tout cas en tant qu'enseignant, quand on gère autant d'étudiants, on se pose évidemment la question des débouchés. Hein. Est-ce que tous ces étudiants qui font du japonais, qui font du chinois, qui font du coréen, pourront trouver du travail? Hein, ils ne vont évidemment pas tous devenir chercheurs. Hein. Et ça, c'est évidemment un souci. Alors, d'expérience, il est très difficile d'avoir une vision à long terme on manque encore d'instruments, de mesures pour ce qui est de l'insertion professionnelle des étudiants. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits à travers les associations d'anciens étudiants, etc. Nous-mêmes, par exemple, dans le domaine du japonais, de la langue et civilisation japonaise, on connaît les étudiants qui sortent diplômés de japonais. Pour une part d'entre eux, on les retrouve après, parce que certains travaillent dans l'enseignement, des professeurs de japonais, souvent au Japon. Certains travaillent pour l'ambassade de France au Japon, donc on va faire nos visas, on les retrouve. En tout cas, qu'on va renouveler, qu'on a besoin en tout cas d'aller au consulat, par exemple, ou à l'ambassade de France au Japon, on les retrouve. Ceux qui partent dans le privé, et il y en a quand même pas mal, et qui font parfois des diplômes plus professionnalisants au sein d'INALCO, parce qu'il faut bien voir qu'à INALCO, il y a une organisation en fonction des langues, mais il y a aussi un certain nombre de filières transversales. Hein. Et dans ces filières transversales, la principale, c'est le CPUI, c'est-à-dire le Centre de préparation aux échanges internationaux. Donc, ces étudiants-là s'intègrent en général assez bien au monde économique. Simplement, les étudiants donc, qui sortent diplômés du L, je pense honnêtement qu'ils ont une insertion professionnelle qui est assez satisfaisante, même si, effectivement, on manque d'instruments. Simplement, jusqu'à présent, le plus gros problème que l'on avait, c'était la question du taux de réussite. C'est-à-dire qu'on avait une pyramide, on avait 600 étudiants en première année, en japonais par exemple, 600 étudiants en première année, 250 en deuxième, et au bout du compte, on avait environ 100 étudiants qui sortaient vraiment diplômés du L3. Et ça, c'était une situation qui a duré un certain nombre d'années, et je pense qu'il n'est pas si différente que cela des autres langues au sein de l'INALCO. Et on a fini par... et on avait des problèmes, effectivement, d'efficacité de l'enseignement, parce que quand vous avez 600 étudiants en première année avec beaucoup d'étudiants qui ne peuvent pas continuer après, vous avez un problème, je veux dire, d'efficacité, de rationalisation de l'enseignement. Hein. Et donc, on a fait le choix depuis plusieurs années, donc 3 ans, de réduire le nombre d'étudiants acceptés. C'est-à-dire faire, c'est pas vraiment, je veux dire, une sélection, néanmoins, on regarde des dossiers et on encourage des étudiants qui, visiblement, ne pourront pas suivre, par exemple, qui viennent de bacs professionnalisants, hein, il y en a quand même un certain nombre, hein, qui sont fascinés, par exemple, par les mangas, mais qui n'ont pas automatiquement les instruments, la formation initiale pour suivre une formation qui est quand même très soutenue, hein, et littéraire en partie. Hein. Et donc, on a fait le choix, effectivement, de réduire le nombre d'étudiants qui rentrent en première année. Et il semblerait, avec 2 ou 3 ans de recul, que maintenant, on a un taux de passage qui est bien meilleur, ce qui nous a permis d'avoir finalement, de redispatcher, d'avoir un enseignement qui est plus utile, plus efficace. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose, ça, on a une évolution relativement positive dans ce domaine-là. Il y a aussi, bien sûr,
l'autre question qui se pose, hein, vous me dites si je suis trop long, hein, parce que j'ai pas vraiment regardé à partir de quand j'ai commencé à parler. Il y a un autre enjeu dans les premiers cycles, c'est l'équilibre entre la langue et les disciplines et les enseignements d'histoire, de géographie, de sciences politiques, etc. Les étudiants qui viennent à l'INALCO, en majorité, sont quand même très concentrés sur la langue. Hein. L'apprentissage du japonais, comme d'autres langues, je veux dire, de l'Asie orientale, c'est un apprentissage qui est extrêmement prenant, étant donné, je veux dire, l'apprentissage des sinogrammes, etc. Donc, un des enjeux, c'est de pouvoir, malgré une forte demande de cours de japonais, notamment de cours aussi pratiques, d'oral, hein, qui demandent des groupes plus petits, donc qui demandent beaucoup d'enseignants, hein, de pouvoir continuer à assurer un enseignement de civilisation, entre guillemets, hein, excusez-moi du terme, hein, pour le sentiment le plus général, hein, en tout cas dans les disciplines qui soit de qualité. Hein. Et ça, c'est un enjeu auquel, évidemment, on tient. Hein. L'INALCO, c'est une université qui forme aussi, donc c'est langue et civilisation. Hein. Mais effectivement, c'est aussi, je veux dire, un équilibre à garder. Hein. C'est un combat de chaque année. Hein. Alors, voilà pour les enjeux principaux du duel. Pour ce qui est du master, évidemment, on a des effectifs beaucoup plus réduits, mais on a des effectifs qui sont quand même de plus en plus importants. Hein, il y a de plus en plus d'étudiants qui continuent en master. Je pense que c'est une... Alors, je ne sais pas si c'est une tendance générale de l'enseignement supérieur. Simplement, effectivement, on a de plus en plus d'étudiants qui font un master après. Et là, la question de la professionnalisation se pose de manière beaucoup plus aiguë. Parce que dans un master d'études japonaises, jusqu'à quel point est-ce qu'il faut former des chercheurs ou est-ce qu'il faut former des jeunes qui soient capables de s'intégrer facilement au marché du travail? Et là, effectivement, on a un dilemme parce que nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, on a évidemment tendance à demander aux étudiants de faire des mémoires qui soient partie intégrante d'une formation à la recherche. Simplement, à partir, donc, tous les étudiants du M1 font un mémoire, mais à partir du M2, on a quand même mis en place une filière professionnalisante où le mémoire de recherche est remplacé par un stage et un rapport de stage. Alors, ça pose deux problèmes. C'est une demande, c'est quelque chose, effectivement, ça a été régulièrement une demande de l'ARS, hein, et c'est quelque chose, effectivement, qui répond aussi, effectivement, je dirais, à une demande des étudiants. Et ce qu'on a fait, alors ça pose deux problèmes, c'est que, d'une part, vous avez de plus en plus d'étudiants, et même de très bons étudiants, qui choisissent le stage plutôt que le mémoire de recherche. C'est-à-dire qu'on est moins exigeant en termes de notes pour l'entrée en master professionnalisant, mais en revanche, on a des très bons étudiants qui choisissent le master professionnalisant. Hein. Et alors, je ne sais pas si c'est un problème ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on constate. Hein. Et on a aussi oui, j'avoue que pour le master, oui, et on a aussi, bien sûr, la question de la taille critique. Hein. On a donc de plus en plus d'étudiants, mais pendant longtemps, on avait la question d'une taille critique, d'avoir des séminaires de master qui attirent assez d'étudiants. Hein. Et donc, à l'INALCO, on a fait le choix de la cohabilitation avec Paris 7. Donc maintenant, le master d'études japonaises est cohabilité avec Paris 7. Hein. Et il y a encore une autre question qui se pose et auquel, par exemple, moi, personnellement, je suis particulièrement sensible, c'est aussi la formation disciplinaire de nos étudiants. Parce que si on considère que donc, le master d'études japonaises est un master de recherche, il faut évidemment une formation disciplinaire solide.
On a la chance parfois d'avoir des étudiants qui sont en double cursus, c'est-à-dire qui ont un cursus de sociologie, d'histoire par ailleurs, qui ont une formation solide, mais on a aussi des étudiants qui sont des bons étudiants, mais qui ont parfois une formation disciplinaire un petit peu fragile. Et effectivement, il est difficile. On leur demande d'aller suivre ils peuvent suivre des séminaires à l'EHESS, à l'école pratique des hautes études, à Sciences Po. C'est assez souple. Néanmoins, est-ce qu'on doit continuer? On peut se poser la question parfois, est-ce qu'on doit continuer dans des masters qui soient totalement sur une aire culturelle, ou en tout cas une aire linguistique particulière, ou alors qu'est-ce qu'il faudrait plutôt développer des masters qui soient évidemment transversaux, centrés sur une discipline, avec des entrées par langue. Ça, c'est aussi une question d'équilibre. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pense que... Très bien, merci beaucoup pour cette intervention qui effectivement ouvre au moins, me semble-t-il, deux axes de réflexion. D'une part, cette problématique justement des études sur une aile culturelle ou linguistique, effectivement, où se pose toute une série de choses en termes de taille critique, en termes de débouchés bien évidemment liés à ça, et de la formation disciplinaire principale ou pas. Et je crois que là, il y a des problèmes, disons, que l'on doit regarder au fur et à mesure, parce que les marchés du travail, par exemple, ça évolue. Et nous avons eu, moi j'ai eu l'expérience de diriger pendant une dizaine d'années le master professionnel de relations Europe-Amérique latine à l'IHEAL. Et effectivement, les conditions de départ au milieu des années 90 n'étaient plus les mêmes que celles de 2006-2007 lorsque j'ai quitté cette responsabilité pour que cela soit pris par d'autres enseignants de notre institution. Donc là, il y a effectivement une question à peut-être approfondir dans d'autres cas aussi. Et puis je dirais, d'autre part, une question intéressante, me semble-t-il, s'agissant du Japon, cette fois-ci, plus particulièrement, qui est l'articulation des études justement japonaises, pour ainsi dire, avec ce que l'on peut développer. Bon, vous avez fait une alliance pour le master avec une instance universitaire, mais peut-être qu'il y a des choses aussi à faire avec des institutions, disons, pas forcément, pas seulement de sciences humaines et sociales. Je pense aux écoles d'ingénierie ou les écoles de commerce, par exemple. Bon, bien évidemment, l'économiste que je suis pense immédiatement à l'importance du Japon dans tout ce que l'on appelle la néo-industrialisation, la robotique, tout particulièrement. Et là, il y a de quoi faire, disons, puisque de nombreux étudiants, j'ai mon fils qui est ingénieur électronique spécialisé en robotique, et donc c'est le Japon, une des questions par rapport auxquelles ils réfléchissent en permanence, disons. Mais bon, c'est une dimension aussi qui me semble intéressante. Mais maintenant, nous allons passer à une autre ère, on va dire, culturelle et géographique, avec Cathy Rousselet, qui est directrice de recherche au CERI, à Sciences Po, et qui est également chercheur associé au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centro-européens, à l'École des études de sciences sociales, et qui est principalement axé dans son travail sur les transformations sociales et religieuses en Russie post-soviétique. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. En fait, je ne parlerai pas en tant que spécialiste des questions religieuses en Russie, mais je parlerai plus en tant que co-directrice du master de sociologie politique comparée de Sciences Po, et je vais revenir à cette tension dont vous parliez entre discipline et aire culturelle. Je pense qu'on va tous d'ailleurs en parler, c'est bien ça, c'est bien l'enjeu. Et je vais, en fait, à Sciences Po, il y a beaucoup d'expériences pédagogiques qui pourraient être intéressantes à être étudiées dans ce domaine-là. On pourrait parler des expériences de PSIA, de l'école d'affaires internationales de Sciences Po, qui allie concentration thématique et concentration régionale. Mais moi, je parlerai donc d'un master recherche qui a été créé en 2012 pour un petit nombre d'étudiants. Et donc, j'aurais envie de vous dire que c'est, pour l'instant encore, c'est à titre expérimental. On avance de façon intéressante, et j'aimerais vous expliquer un peu quelle est notre expérience. Alors, les objectifs de ce master recherche, commençons donc par les objectifs, c'est bien de former par la recherche, d'une part à la recherche en sciences sociales sur différentes aires,
mais aussi à toutes sortes d'autres métiers, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'avoir un travail dans la recherche, comme vous disiez. Donc, notre enjeu, c'est aussi de pouvoir former des jeunes pour un travail dans la diplomatie, dans les ONG, dans le journalisme, ou bien être consultant dans les entreprises, etc., etc. Ce master, donc, il se distingue des autres masters de Sciences Po, donc, dont le master de l'École d'affaires internationales, par l'importance qu'il accorde à l'approfondissement des connaissances par la recherche. Et une de ses spécificités aussi, et c'est là-dessus qu'on pourra discuter, c'est qu'il réunit pour un très grand nombre d'enseignements des étudiants qui travaillent à la fois sur la France et l'Europe, mais aussi sur l'Asie, l'Afrique, les Amériques et l'Eurasie. On va dire l'Eurasie, parce que c'est un peu compliqué de définir la zone sur laquelle je travaille. Et il s'agit donc ici de relier au mieux une bonne connaissance d'une ère culturelle et des sciences sociales. Et ce master part de cette idée qui traverse aussi le CERI dont Alain Dikoff a dû vous parler, à savoir que la politique comparée, elle est au cœur de la connaissance sur les aires culturelles. Alors donc, comme je vous disais, l'enseignement, dans le cadre de ce master, il mêle intimement aires culturelles et disciplines. Il faut que les étudiants aient une bonne connaissance d'une ère culturelle, à la fois langue, histoire, institutions politiques, évolution sociale, etc., etc. Mais il faut aussi que l'étudiant ait une vraie compréhension des grands enjeux théoriques sur des objets précis des sciences sociales, et en particulier la science politique, en termes de comportement politique, en termes d'action collective, de nationalisme, faits religieux, etc., etc. Et par ailleurs, il est indispensable que cet étudiant fasse une recherche sur le terrain. C'est par la recherche sur le terrain que l'étudiant, à la fois, approfondit sa connaissance de l'ère culturelle, mais aussi approfondit sa connaissance des enjeux théoriques de la discipline. Alors, donc, on est tiraillé on a ces deux injonctions, si je puis dire. Et donc, je vais parler, grand A, des connaissances d'une région ou d'un pays et comment on fait, et deuxièmement, comment se fait cette formation générale en politique comparée. Alors, d'une part, donc en premier lieu, donc, cette connaissance d'une région et d'un pays. Alors, il faut savoir que les étudiants sont recrutés sur une connaissance préalable de la région sur laquelle ils vont travailler. Une partie d'entre eux viennent de Sciences Po. Certains ont déjà commencé à se spécialiser, d'une part parce qu'ils ont étudié une langue rare ou pas rare. Ils ont souvent fait un stage de 3e année dans le pays sur lequel ils veulent ensuite travailler. Certains ont suivi leurs études sur un des campus de région qui sont, comme vous savez, vraiment des creusets internationaux. Il y a le campus de Dijon qui est spécialisé sur l'Europe centrale et orientale, Le Havre sur l'Asie, Menton sur Moyen-Orient, Méditerranée, enfin, etc., etc. Il y a Poitiers, Poitiers sur l'Amérique latine, l'Espagne et le Portugal. Donc ça, c'est les étudiants de Sciences Po. Une autre partie vient d'ailleurs, et ceux-là, souvent, ils ont un bagage important en langue et civilisation, bagage qu'ils ont acquis dans d'autres universités ou dans des classes prépa. Et nous avons vraiment envie de travailler plus étroitement d'ailleurs avec ces universités qui apportent aux étudiants une connaissance approfondie en langue, littérature et civilisation. Ça nous paraît absolument indispensable. Et puis, en fait, aussi, c'est ce à quoi nous aspirons. Il faudrait qu'on arrive à étudier les procédures qui nous permettraient de recruter des étudiants qui ont un parcours très original, qui parfois, effectivement, ont étudié longuement une langue, qui sont partis ensuite travailler dans le pays et qui reviennent en France souvent pour faire de la recherche. Sur tel ou tel objet qu'ils ont observé sur le terrain. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans le cadre du master ? Dans le cadre du master, ils continuent à suivre des cours de langue, bien évidemment. Ils doivent suivre un cours d'approfondissement sur la région qu'ils étudient. Là, ils le font en général à Sciences Po, pas nécessairement dans le cadre du master, mais ils peuvent le faire, a priori, ils peuvent le faire aussi dans le cadre de la COMUE, c'est ce à quoi nous travaillons. Et puis, éventuellement, si on considère que leur formation n'est pas suffisante, parce que vraiment, ce qu'on veut, c'est vraiment les ancrer dans l'air, ils suivent un second enseignement sur l'air. Et puis, par ailleurs, ils ont les ateliers de recherche qui sont vraiment là les pivots, de notre formation. Je vous ai dit, notre formation, elle n'a pas vocation à réunir énormément d'étudiants. Donc, en fait, il y a vraiment un tutorat très, très rapproché avec ces étudiants, où ils ont
des séminaires de lecture d'ouvrages et articles sur la région étudiée. C'est un véritable, c'est un élément fondamental du dispositif de formation aussi à la recherche. Et puis, ils ont ce fameux mémoire de recherche à faire sur un terrain très précis. On les encourage éventuellement à partir sur le terrain entre M1 et M2 à l'été, quand ils peuvent, quand le terrain n'est pas trop éloigné. Et ensuite, de toute façon, ils ont au moins 2 à 3 mois sur le terrain au cours de leur M2. Et puis, ce qu'on favorise aussi, c'est leur ancrage, bien évidemment, dans les laboratoires. Et on les encourage à aller suivre les séminaires aux séries ou bien au centre d'études européennes ou éventuellement ailleurs. Ça, c'est pour se spécialiser donc sur leur aire. Et puis, par ailleurs, donc, ils ont cette formation générale en politique comparée. Parce qu'il faut bien savoir que les étudiants qui se forment par la recherche dans notre master, ils ont vocation à dialoguer non seulement avec d'autres spécialistes de leur zone de spécialisation, mais aussi avec des spécialistes de sciences sociales travaillant sur d'autres régions. Et puis par ailleurs, chose qu'on oublie aussi assez souvent, c'est qu'ils ont vocation pour certains à dialoguer avec leurs collègues d'Asie, de Russie, je sais pas, du Brésil, qui s'inscrivent dans la même discipline qu'eux. Et donc je crois que c'est fondamental de bien garder ce cap. Et il y a une raison donc scientifique qui préside à l'importance pour nous de former des étudiants à la discipline, c'est que la politique comparée est pour nous au fondement même de la connaissance du pays. Il ne s'agit pas d'étudier un pays puis de le comparer à d'autres, mais c'est bien d'emblée d'introduire la dimension comparative pour mieux comprendre la spécificité du pays sur lequel on travaille sans tomber naturellement dans le culturalisme. Donc c'est vrai que c'est ainsi qu'on introduit nos étudiants aux grandes questions de la science politique. Ils suivent des cours sur la formation de l'État, sur le nationalisme dans le monde, sur le genre, sur violences et conflits, etc., etc. Alors là, ce qui est aussi intéressant, ce qu'on a essayé de mettre en place, d'abord, d'une part, effectivement, la question de l'utilisation dans des contrats, dans des contextes extra-européens de concepts élaborés, pour la plupart à partir des terrains occidentaux, est au cœur de certains cours. Hein. Ça, c'est un point à interroger, bien évidemment. J'imagine que vous en avez parlé ces jours-ci. Et puis, afin de mieux initier les étudiants à la sociologie politique comparée, ce qu'on fait, c'est que de nombreux cours sont effectués avec 2 ou 3 chercheurs. Il est extrêmement rare qu'un cours soit assuré par un seul chercheur. Donc ça permet vraiment de penser la comparaison au cœur même de l'enseignement. Alors, bien sûr, il est trop tôt. Je vous disais, on a commencé en 2012, donc il est beaucoup trop tôt pour faire un bilan. Notre master est jeune, il monte en puissance. Certains ont pu s'interroger. Certains d'entre nous, j'ai des collègues, qui ont pu s'interroger sur la viabilité d'un parcours où des jeunes se spécialisent en sociologie politique sur la France et d'autres sur l'Amérique latine ou l'Asie. Et c'est vrai que tous les enseignants n'ont pas la même conception du comparatisme. Ça aussi, c'est un point important à souligner. Mais pour faire partie du jury qui est amené à évaluer les mémoires de fin de master chaque année, je peux vous dire qu'on a en fait tous les mêmes façons d'évaluer, les mêmes interrogations sur les différents mémoires. Alors, je terminerai en disant que la question du cursus là, entre aire culturelle et discipline, c'est vraiment quelque chose de très fin, c'est très fin à doser. Nous œuvrons aujourd'hui à un renforcement de la spécialisation par aire, tout en maintenant l'inscription dans une formation générale de politique comparée. Donc l'idée, c'est bien, effectivement, de donner des enseignements transversaux aux étudiants, parce que, comme pour les raisons à la fois, pour les raisons scientifiques dont je vous ai parlé, mais peut-être est-il possible de renforcer cette spécialisation par aire. Ça se fera en fonction des différentes aires, en fonction des possibilités qui existent entre les différentes aires, et c'est là qu'il y a un vrai travail à élaborer, une vraie collaboration à élaborer avec les autres établissements, d'abord de notre commune, donc l'INALCO, Paris 5, Paris 7, voilà, et puis au-delà. Et puis on peut sans doute, là aussi on y travaille, l'idée c'est peut-être à travers des collaborations aussi avec des formations à l'étranger, des formations conjointes à l'étranger, de renforcer la spécialisation par aire. Voilà, c'est grosso modo ainsi que nous travaillons. Merci pour ces propos qui, effectivement, rendent compte d'une expérience, je dirais, non seulement récente, mais je vois évolutive aussi, parce qu'elle est en train justement d'ajuster, si je peux dire ainsi, le tir au fur et à mesure qu'on avance, et qui correspond à cette idée que
Et effectivement, on peut avoir différentes modalités d'interaction entre finalement l'aspect disciplinaire et l'aspect aire culturel. Et je vais donc passer maintenant la parole à Vincent Nedelec, qui est docteur en géographie de l'Université de Rennes 2 et en développement durable de la Fondation Universidade de Brasilia. Et Vincent Nedelec est maître de conférence du département de géographie de l'Université de Rennes 2. Et il va sans doute nous parler du Master des Amériques, justement, où effectivement, à travers l'Université de Rennes 2, il participe, il a des responsabilités. Ce master-là est le résultat d'une coopération interinstitutionnelle entre l'Université de Rennes 2 et de Rennes 1, l'IEP de Rennes et AgroCampus Ouest, tous membres de l'Institut des Amériques de Rennes. Voilà. Merci. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour l'invitation. Alors, effectivement, je suis co-responsable du Master des Amériques de Rennes. Donc, ce master est le résultat d'une volonté de l'IDEA Rennes de proposer une offre d'enseignement différente de celle qui existait nationalement. Donc, à l'époque, l'IDEA nationale n'existait pas encore, n'était pas entièrement constituée, et les institutions rennaises, à savoir les deux universités de Rennes, Rennes 1 et Rennes 2, le Sciences Po, donc l'IEP de Rennes, et puis l'INRA à l'époque, devenu AgroCampus, s'étaient réunis pour former donc un GIS et réunir les chercheurs qui travaillaient sur l'ensemble des Amériques. Et donc cette institution, dans un premier temps, était une institution qui cherchait à développer des coopérations de recherche. Mais progressivement, l'idée de traduire cette coopération par une offre d'enseignement est née. Et donc on a proposé l'ouverture d'un master portant donc sur les Amériques. Alors ce master, il avait une volonté d'être international dans un premier temps, et ce master est né au cœur de l'UFR Langue. Donc il a commencé donc voilà un peu plus d'une dizaine d'années en respectant les aires culturelles, donc à savoir une association avec plus ou moins le département d'anglais, le département de portugais et le département d'espagnol. Et le master a fonctionné quelques années de cette façon-là, et puis progressivement est née une volonté d'aller au-delà de ces aires culturelles, aires linguistiques et culturelles, et de proposer une offre qui soit plus transversale et pluridisciplinaire. Donc le master a évolué vers une offre qui aujourd'hui se décline en deux parcours, l'un que l'on appelle littérature et culture, et l'autre que l'on appelle politique, espace et société. Donc un qui est plutôt donc langue et culture, et l'autre sciences sociales. Mais dans notre volonté d'offrir un parcours pluridisciplinaire, on impose aux étudiants de suivre des cours dans les deux parcours, donc selon le système ancien un petit peu des mineurs majeurs. Ce qui oblige les étudiants à avoir une connaissance à la fois des aires culturelles et puis des connaissances thématiques. Pourquoi ? Parce que les cours dans le parcours littérature et culture continuent à se décliner selon les aires culturelles, selon les aires linguistiques. Donc on a des cours en aire sur l'ère anglophone, sur l'ère lusophone et sur l'ère hispanophone. Par contre, dans le parcours politique, espace et société, les cours proposés sont des cours thématiques. Soit des cours d'anthropologie, d'archéologie, pour comprendre la constitution finalement de ces aires culturelles postérieures, soit des cours de géographie pour comprendre les contraintes physiques qui amènent aussi à l'organisation des territoires, des cours d'histoire, des cours d'économie, qui sont bien sûr transversaux par rapport à toutes ces aires culturelles. Donc cette offre-là, elle est originale par rapport à ce qui existe dans le paysage français, et c'est vrai qu'elle séduit nombre d'étudiants par rapport à cette diversité. Alors l'idée, c'est justement qu'on puisse, si un étudiant souhaite travailler sur l'Amérique du Nord, bon, il ait des cours spécifiques sur l'Amérique du Nord et sur cette ère culturelle et linguistique, c'est tout à fait logique, mais il faut aussi qu'il puisse comprendre comment cette Amérique du Nord s'intègre dans les Amériques,
dans le paysage continental. Et c'est en cela que cette combinaison entre les cours, on va dire, de sciences sociales et les cours de littérature et culture nous semblent importants et sont valorisés par les étudiants. Alors, notre formation s'organise sur une trame de 3 semestres de cours. Et le 4e semestre, donc le dernier semestre, nous imposons aux étudiants de partir à l'étranger, donc dans les Amériques, soit dans une entreprise ou une institution de façon à réaliser un stage professionnel, soit dans un laboratoire de façon à partir sur un master recherche, l'équivalent d'un master recherche. Alors effectivement, le fait de pouvoir se rendre dans le pays choisi par l'étudiant au dernier semestre lui permet d'acquérir une connaissance, donc, bien sûr parfaite de la langue, et puis de la vie locale, de la vie institutionnelle dans le pays. Alors bien évidemment, ça crée des difficultés concernant les financements des stages, etc., les limites de visa. Enfin, on en a tous, je pense, dans nos masters, ces questions récurrentes qui sont présentes. Par contre, le fait justement d'avoir une formation qui soit plus qu'une formation limitée à une aire culturelle est souvent valorisée par l'ensemble des institutions qui reçoivent nos étudiants en stage. Alors, ce sont les alliances françaises, ce sont les missions diplomatiques, ce sont les représentations de l'Union européenne dans les Amériques, parfois des ONG, etc. Et donc, c'est vrai que les cours transversaux permettent de mieux comprendre les originalités du continent américain. Et notamment, on a des cours sur les mouvements sociaux, etc. Et donc, on voit comment les mouvements sociaux s'organisent au sein des Amériques, faisant fi parfois de ces limites que peuvent imposer les aires culturelles ou les aires linguistiques. Et on retrouve des idéologies, des organisations de mouvements qui sont assez similaires. Alors, l'évolution de notre organisation du master, au départ, donc un master qui, je le rappelle, était basé principalement sur les départements d'anglais, d'espagnol et de portugais. L'évolution du master a donc vu aussi une évolution du public. Dans un premier temps, 80 à 90% des étudiants étaient issus de ces départements. Et puis aujourd'hui, 50% des étudiants sont issus des filières disciplines linguistiques et le reste des étudiants ont une formation très diversifiée, que ce soit relations internationales, histoire, économie, etc. Donc on a une offre qui est plus importante. L'origine de nos étudiants, l'origine géographique de nos étudiants, donc beaucoup d'étudiants bien sûr français, mais progressivement le master s'étant fait connaître à l'étranger, notamment en Amérique latine, on a eu un nombre d'étudiants latino-américains de plus en plus important, justement parce que cette offre était originale. On a encore peu aujourd'hui d'étudiants venant d'Amérique du Nord. Voilà. Pour ce qui est des débouchés, j'en ai parlé un petit peu juste avant. Donc, beaucoup d'étudiants travaillent trouvent un emploi dans les alliances françaises ou dans des délégations de l'Union européenne ou parfois dans le monde diplomatique. Mais d'autres étudiants vont s'orienter plutôt vers la partie ONG ou organisation d'événements culturels. C'est un des débouchés que l'on retrouve assez fréquemment. Et quelques étudiants vont aussi dans la partie recherche, c'est-à-dire donc une poursuite vers un doctorat. Et là, on touche un point qui a déjà été relevé, une difficulté que l'on rencontre, c'est la poursuite des études de master vers le doctorat. Parce que dans notre université, ou en tout cas dans plusieurs de nos laboratoires, l'entrée en doctorat est soumise à l'obtention d'une bourse. Et donc, les bourses sont souvent protégées au sein d'un département. C'est-à-dire qu'on a une logique disciplinaire. Les bourses sont tellement rares qu'on cherche à maintenir les bourses au sein d'une discipline. Et ayant un
un diplôme qui soit pluridisciplinaire et donc qui de fait ne soit rattaché à aucun département, on se retrouve avec la difficulté de compétition quelque part entre les départements disciplinaires et puis un master pluridisciplinaire. Alors ça pose évidemment un problème ici au niveau de l'obtention des bourses, et on pose plus généralement le problème de la reconnaissance de l'interdisciplinarité. En fait, on la reconnaît facilement dans les articles scientifiques, et on nous demande aujourd'hui dans les programmes de recherche de travailler sur l'interdisciplinarité, mais en termes de diplôme, on va valoriser un étudiant encore aujourd'hui plus sur un diplôme disciplinaire qu'un diplôme qui justement rentre dans l'interdisciplinarité. Et on rencontre cette difficulté-là, bien évidemment, par rapport au master. C'est assez fréquent. Donc voilà une petite présentation un petit peu de la situation du master. On aura l'occasion d'échanger, je pense, sur les tenants et aboutissants ou bien d'autres éléments. Merci beaucoup, effectivement, pour rendre compte de cette expérience qui est particulièrement intéressante parce qu'effectivement, déjà, il y a cette recherche, comme c'est l'objet de l'Institut des Amériques, disons, de travailler et sur l'Amérique du Nord et sur l'Amérique latine, avec des asymétries qu'il y a de différents points de vue, notamment pour ce qui est justement du public étudiant, comme cela a été évoqué, et puis parce que cette expérience se rend compte aussi de cette double dimension, ou au moins deux des grandes dimensions de la problématique des aires culturelles, à savoir la dimension linguistique et puis la dimension que je appellerais, disons, peut-être géoéconomique et politique, finalement, pour englober tout ce qui est dans cet espace politique, espace justement, économie. Donc, on va sans doute revenir aussi sur l'aspect, disons, poursuite des études vers le doctorat, qui est une dimension que je crois que nous intéresse, puisque nous sommes dans un colloque où la dimension recherche est aussi toujours très importante. Alors, je vais passer maintenant la parole à Rémi Madinier, chercheur au CNRS. Il co-dirige le Centre Asie du Sud-Est, qui est une UMR, ainsi que l'Institut d'études de l'islam et du monde musulman. Effectivement, il a publié divers travaux sur l'histoire contemporaine de l'islam en Indonésie. Et il travaille désormais sur l'histoire des rapports islamo-chrétiens en Asie du Sud-Est. Et donc, il va nous parler justement de la problématique de l'offre de formation, je pense, autour de cette zone-là. Merci. Merci. Oui, bien sûr, je vais partir de mon expérience qui a été un peu modifiée d'ailleurs depuis que le programme a été imprimé. En fait, je ne suis plus directeur de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman, mais j'y ai vu un certain nombre de choses. Et par contre, je vais parler à partir de mon expérience au sein du Master Asie moyenne, Asie méridionale et orientale de l'EHESS. Je fais partie du conseil pédagogique, et également à partir d'une expérience d'enseignement que je poursuis à l'IEP de Lyon dans le cadre d'un master qui est, et ça rejoint un certain nombre de réflexions qui ont été posées ici, un petit peu bicéphale. C'est-à-dire c'est un master commun en master 1, et en master 2, il se différencie entre d'une part des parcours plus directement professionnalisants, il s'appelle à ce moment Affaires asiatiques, et d'autre part, et c'est là que j'interviens, un master orienté recherche qui est fait à l'ENS de Lyon et qui s'appelle ASIOC, Asie et Extrême-Orient contemporain. Voilà un petit peu dont je vous parle. Alors, évidemment, je note, comme tous mes collègues, cette espèce de quadrature du triangle que l'on a déjà évoqué d'ailleurs dans les jours précédents, entre d'une part discipline et aire culturelle, mais évidemment, il faut ajouter pour avoir le triangle, même s'il n'est pas carré, la question de la langue, de la formation linguistique, qui pose souvent, dans un certain nombre de formations, des problèmes pour justement être articulé, ne serait-ce qu'en termes d'emploi du temps. Donc ça, c'est un premier problème, une première manière de poser cette question de la formation sur les aires culturelles. Et puis, il y a évidemment celle dont on a parlé, des débouchés. Et là, on sent bien que depuis quelques années, on n'est pas dans l'ironie comme dont nous parlait Marc Emmès ce matin, mais on est plutôt un petit peu dans l'anxiété,
une anxiété d'ailleurs tout à fait compréhensible, à savoir que les étudiants aujourd'hui, et sans doute beaucoup plus dans nos disciplines qu'il y a 20 ou 30 ans, sont aussi et surtout à la recherche d'un emploi. Donc il y a effectivement, ils peuvent être sensibles à la dimension d'épanouissement intellectuel et culturel, mais il y a aussi cette question des débouchés qui est assez fondamentale. Et donc on voit à travers un certain nombre d'exemples qui ont été cités ici qu'il y a peu à peu une dichotomie qui s'installe dans nos formations. Ça se fait, je ne vais pas dire que ça se fait à la petite semaine, mais on n'a pas l'impression que ça se soit fait d'un point de vue très concerté au niveau du ministère, souvent des initiatives locales, souvent qui sont nées dans des petites universités, et je dis ça sans absolument... sans connotation péjorative, des universités plus modestes, plus périphériques. Je pense dans mon champ d'études sur les îles du Sud-Est, l'université du Havre, et je ne parle pas de l'antenne de Sciences Po au Havre, l'université de La Rochelle, dont on a vu un de nos collègues tout à l'heure à l'écran, qui se sont lancés, profitant un petit peu du tissu économique local, et de leur ouverture maritime dans des formations qui allient justement une formation culturelle, linguistique, des langues asiatiques et des langues d'Asie du Sud-Est, en particulier le malais indonésien, à des formations de marketing, enfin, qu'on pourrait retrouver dans une école de commerce, et qui visent à envoyer des gens, je dirais des techniciens ou des commerciaux déjà avertis et assez bien dégrossis d'un point de vue culturel et linguistique là-bas. Et ça fonctionne relativement bien. Moi, j'en ai croisé un certain nombre sur place, en l'occurrence en Indonésie, en Malaisie, à Singapour, qui s'intègrent assez bien dans le tissu économique local. Et puis à côté de ça, évidemment, eh bien, il y a la voie classique, qui est celle que nous avons tous suivie, à savoir les humanités menant à une reproduction des enseignants-chercheurs et du savoir, ce qui est évidemment tout à fait louable également, mais qui est en décalage démographique de plus en plus patent avec la masse des étudiants qui pourront espérer trouver un emploi dans ce secteur. Ne serait-ce qu'en histoire, et là je ne parle pas spécialement des aires culturelles, il y a, je crois, plus d'1 millier de gens qui ont été qualifiés pour le CNU en histoire moderne et contemporaine. Il y a, CNRS compris, maximum une trentaine, une quarantaine de postes par an. Donc on est à des taux de sélection de 2% de réussite. Donc ça veut dire qu'il faut qu'à côté de ça, évidemment, tous ces étudiants puissent espérer trouver quelque chose en lien avec leurs études, que ça ne soit pas 5, 6, 7, 8 années un petit peu perdues. Et ça, c'était effectivement extrêmement important. Alors, la première question, c'est justement d'essayer de professionnaliser un petit peu cette professionnalisation, puisque de ce que j'en vois, j'ai l'impression, mais mes collègues pourront peut-être me porter à la contradiction, qu'il y a encore beaucoup de choses qui se font sans réelle visibilité, et notamment sur les suivis de cohorte des étudiants, à savoir qu'est-ce qu'ils deviennent. Faire une plaquette en disant, voilà, vous allez devenir diplomate, professeur d'université, chef d'entreprise au Japon, ou je ne sais quoi, et ensuite regarder ce que les gens deviennent réellement, ce sont deux choses totalement différentes. Et dans le cas, par exemple, du master ASIOC dont je vous parlais, qui est un master assez récent, qui a quelques années, il y a eu une première enquête qui a été menée et qui a donné des résultats totalement inverses à ce qu'on attendait, à savoir que les gens du master, entre guillemets, recherche, se retrouvent à 90% dans le privé. Et pas à des postes figurant sur la brochure d'accueil. Pas tous, du moins. Donc là, il y a évidemment des interrogations à porter. Alors évidemment, ce sont des débuts de carrière, les choses, on ne peut pas tout prévoir, mais il y a évidemment des interrogations à avoir. Et à côté de ça, il y a
même dans des institutions prestigieuses comme le HESS, une très grande difficulté à connaître le devenir de nos doctorants. Il y a une culture type école d'ingénieur, école de commerce, qui n'existe pas chez nous, mais qui, autant cette culture, je ne la prendrai pas en bloc, autant là me semble tout à fait intéressante et légitime, à savoir que devient notre travail, que deviennent nos étudiants. Donc ça, c'est un peu cette question de la professionnalisation de la professionnalisation, aussi bien en termes de recherche que de secteurs plus orientés, en gros, soit vers le privé, soit vers des fondations, soit vers des instances gouvernementales. Et puis alors, deuxième question, c'est deuxième problème, comment articuler, je reviens un petit peu à ma quadrature du cercle, les enseignements de langue, de discipline et d'aire culturelle. Et là, un certain nombre de choses ont été dites, il y a un certain nombre de solutions qui existent. Il y a une question évidemment qui se pose particulièrement en ce moment, c'est la question de la coopération entre les établissements, parce qu'on s'aperçoit bien souvent que les compétences linguistiques sont dans un établissement, les compétences, je dirais, disciplinaires peuvent être dans un autre, et les compétences d'aire culturelle, ou du moins les laboratoires, les bibliothèques, les centres de documentation, les dispositifs d'appui à la recherche sont dans un troisième. Et de temps en temps, les étudiants viennent d'un quatrième. Et j'ai un cas assez précis en tête quand je vous dis ça. Alors, comment faire? Eh bien, l'idéal est évidemment de faire des parcours de formation qui permettent aux étudiants de pouvoir s'émanciper un petit peu, tout en étant évidemment contrôlés, évalués, aidés, encouragés des parcours que des établissements seuls ne peuvent pas porter. C'est-à-dire, si je parle de ce que je connais un petit peu, quelqu'un qui veut se former en sociologie sur le monde malais, sur l'Indonésie, il faut qu'il apprenne l'indonésien au Langzhou. Il viendra peut-être de Sciences Po, puisque le HESS n'a pas vraiment de premier cycle pour l'instant. Et il faudra qu'il s'intègre dans notre équipe de recherche, qu'il vienne à nos séminaires pour se confronter un peu aux spécialistes de l'aire culturelle. C'est très compliqué. Et ça l'est de plus en plus. Auparavant, il y avait une espèce de système très souple qui existe heureusement encore dans un certain nombre de cas. Je pense à l'INALCO notamment, avec qui on a ces espèces de partenariats quasiment non écrits, qui permettent de valider les notes, mais ça devient de plus en plus compliqué. Et notamment la loi LRU, les presses et maintenant les communes ont rigidifié ces questions, c'est-à-dire ce qui pouvait être fait presque intuitivement, assez naturellement, dans une logique de formation, dans un parcours, maintenant doit être beaucoup plus encadré à l'intérieur d'un établissement, avec des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire, des conventions à signer, et qui sont très lourdes, très longues, qui ne donnent pas nécessairement satisfaction entre établissements. Et là, il y a une espèce de bureaucratisation de ces formations qui est sans doute, même si évidemment on comprend tous qu'il y ait des nécessités financières, administratives d'encadrement des étudiants, mais en particulier s'agissant des parcours recherche, qui, eux, gagnent, enfin, non seulement gagnent, mais doivent absolument pouvoir s'émanciper de choses un petit peu trop formatées, dans la mesure où former un chercheur, c'est former quelqu'un d'unique, c'est former quelqu'un aussi à des langues rares. Il y a quelque chose que Catherine Mayer-Jaouen souligne très bien dans son livre blanc sur les études sur le monde musulman.
c'est que on a peu à peu un rétrécissement des capacités linguistiques vers, et notamment vers l'arabe, pour le monde arabe. Le berbère est en train de disparaître. On s'aperçoit que c'est la même chose dans les langues asiatiques. Les quelques grosses langues asiatiques sont en train d'écraser les petites langues asiatiques, et c'est pas vrai, c'est pas le cas seulement en France. Par exemple, le javanais a disparu de l'enseignement en France, mais il a disparu également aux Pays-Bas, alors que c'est un outil extrêmement important pour l'étude de la civilisation insulindienne, dans la mesure où c'est l'équivalent de notre latin par bien des côtés. À côté de ça, même dans les disciplines, des disciplines un peu plus rares, des disciplines techniques, instrumentales pour les sciences humaines, la philologie, etc., également sont sur le déclin parce qu'elles n'arrivent pas à fournir ou à remplir des salles de cours et de séminaires. Donc il y a une sorte de logique quantitativiste qui est absolument à l'opposé de la nécessité d'une recherche de pointe qui, évidemment, suppose parfois de faire cours pour 1 ou 2 étudiants pour qu'au moins le savoir puisse, et l'outil qu'il représente puisse se transmettre. Voilà, je ne sais pas du tout combien de temps j'ai parlé, mais je vais m'arrêter là par prudence et rendre la parole. Non, c'était parfait, très bien. D'ailleurs, je dois, en tant que modérateur, dire que ma tâche a été vraiment facilité par le caractère très modéré dans l'usage du temps des intervenants et que ça nous laisse justement un peu plus de 15 minutes pour des échanges déjà entre les membres de la salle, mais peut-être de la table, mais aussi je peux m'adresser à la salle pour susciter des réactions, puisque comme cela vient d'être rappelé par Rémi Madinier, disons, il y a un certain nombre de questions qui sont convergentes, que je ne veux pas répéter, je ne veux pas redire. Mais ceci, peut-être il y a aussi des choses intéressantes à soulever ou à souligner et sur finalement ce clivage master professionnel, master recherche. De plus en plus de gens formés pour la recherche vont vers des activités non liées à la recherche. Et cela peut-être nous permet aussi d'élargir la réflexion et de penser au fait que ceci est déjà une réalité dans d'autres et de plus en plus, mais même plus anciennement qu'en France, dans d'autres espaces ou dans d'autres pays, les États-Unis, d'autres pays européens. Et peut-être que là aussi, la dimension européenne de certaines formations devrait être mise sur la table, et justement en parlant des différentes aires culturelles. Dans le cas, par exemple, des études latino-américaines de l'IHEA, il y a une expérience qui a commencé par un master franco-espagnol, disons, d'études latino-américaines, qui s'est élargi après à l'Autriche et à la Pologne pour développer justement un master européen d'études latino-américaines. Les responsables de la dynamique qui a été lancée sont d'ailleurs dans la salle. Donc, il y a peut-être ces éléments-là aussi à ajouter et à mettre, disons, dans le dossier pour ouvrir une discussion. Donc, je préfère, disons, peut-être maintenant passer la parole à la salle, voir s'il y a des réactions, des interventions, des commentaires. Il y a déjà quelqu'un qui lève la main là-bas. Et je ne sais pas comment on peut faire pour les... voilà, le micro va être fourni. Allez-y. Bonsoir, je suis Jean-Paul Barbige, professeur émérite et doyen honoraire de la Faculté des Affaires internationales de l'Université du Havre. Et j'étais heureux d'entendre citer à la fois la ville du Havre et l'Université du Havre par les intervenants comme étant des exemples, voire des modèles. Alors je voudrais un petit peu, pour compléter tout ce qui a été dit, expliquer comment nous avons organisé nos études tournées vers l'Asie et même vers l'Amérique latine, car nous avons 2 diplômes jumeaux à l'Université du Havre, dans l'esprit de ce colloque, puisque l'Université du Havre existe depuis 1984 ou 85, et le diplôme de commerce avec l'Asie, que j'ai dirigé pendant 12 ans, existe depuis 87 ou 88. J'en suis le créateur et j'en ai été le facteur d'évolution jusqu'à ce que je ne m'en occupe plus. Alors, il y a dans ce diplôme, ont été intégrés dès la création les éléments indispensables du commerce avec l'Asie. Après, c'est devenu commerce et échange avec l'Asie. Je ne sais pas s'il n'a pas un petit peu changé de nom depuis. C'est-à-dire une partie économie, entreprise, une partie droit
et une partie langue et culture. Parce que la faculté des affaires internationales, comme son nom ne l'indique pas vraiment, puisque c'est la seule faculté en France qui s'appelle ainsi, est une faculté totalement pluridisciplinaire, puisqu'il y a un département de droit, un département d'économie-gestion, un département de langue vivante dans lequel il y a de l'anglais, plus en tout, pas plus, mais en tout 12 langues étrangères enseignées au Havre, ce qui est un record, je pense, national pour une université, surtout de cette petite taille, car nous sommes une petite taille et nous n'irons pas au-delà pour des raisons de situation géographique surtout, dont 6 langues orientales et 6 langues européennes, les langues orientales incluant, vous l'avez rappelé, Monsieur Madinier, le malais indonésien, mais on fait aussi le coréen, qui est une langue rarement enseignée en université, à Paris, oui, peut-être, mais ailleurs, non, plus le chinois, le japonais. Et nous avons introduit le russe, madame, qui nous permet, dans ce diplôme de commerce avec l'Asie, de permettre à nos étudiants de chercher une spécialisation vers l'Asie centrale, ce qui est évidemment rare, mais devrait se développer, vu la façon dont l'Asie centrale se développe. Et puis nous avons aussi l'arabe. Et parmi les langues européennes, il y a l'espagnol et le portugais, ce qui permet à nos étudiants d'aller dans d'autres diplômes qui s'appellent commerce avec l'Amérique latine, qui marche sur le même schéma et qui est extrêmement vigoureux. Et à l'intérieur de ces études, il y a, évidemment, nous ne pouvons pas enseigner, en tout cas pour les grands débutants, le japonais, le chinois, les autres langues, à un niveau de langue comme peut-être on peut le faire à l'INALCO, comme sûrement on le fait à l'INALCO, je retire mon peut-être, mais c'est compensé pour partie par des stages obligatoires en Master 1 et Master 2, plus tous ceux que les étudiants veulent bien faire en vacances dans les premières années de licence. Mais il y a autre chose aussi, un autre élément qui est que je voudrais signaler, parce qu'il est intéressant. Je vous disais tout à l'heure que cette faculté des affaires internationales est aussi un peu une faculté de droit, bien qu'étant moi-même enseignant professeur de la 11e section, c'est-à-dire en anglais, j'ai quand même été doyen d'une faculté de droit, et ça aussi, ça doit être une curiosité nationale. Eh bien, les étudiants de droit, par exemple, je prends le droit par exemple, ont la possibilité d'étudier les langues orientales. Et nous avons des étudiants qui l'ont fait et qui se sont retrouvés à avoir des emplois dans des cabinets d'avocats qui ont installé des antennes à Pékin ou à Tokyo ou ailleurs, en ayant une sorte de connaissance des langues et de la culture de ces pays. Donc, certaines de ces difficultés que vous avez citées dans l'organisation, la gestion de vos diplômes et de vos filières, nous en avons pris conscience dès l'origine. Nous avons structuré nos diplômes en pensant à tout cela. Et lorsque M. Descoings a réfléchi à un endroit pour installer son antenne de Sciences Po option Asie, c'est moi qui l'ai reçu. Il est venu m'appréhender avec moi. Je l'ai reçu avec mon staff. Il voulait voir quel était un petit peu l'environnement. Évidemment, nous sommes un peu concurrentiels, mais nous ne jouons pas dans la même cour, tout à fait. Et par conséquent, non seulement nous ne faisons pas d'ombre l'un l'autre, mais nous échangeons nos enseignements. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Sciences Po Asie, ils enseignent les mêmes langues que nous. Alors, peut être les profs, mais ils enseignent aussi le hindi que nous n'enseignons pas, et ça permet, le cas échéant, de pouvoir faire des petits allers et venus. Et de toute façon, les colloques, enfin, un certain nombre de choses, on essaye de les faire ensemble, ça dépend des circonstances et des personnes. Voilà, c'était un témoignage pour montrer que les efforts que vous faites, ben, nous les avons faits aussi. Je ne sais pas s'il faut les comparer, mais enfin, nous réalisons, ça marche bien. Monsieur Madinier, vous avez dit ça marche bien, vous avez fait rendu hommage. Et c'est vrai qu'avec La Rochelle, nous sommes sur les mêmes créneaux de projets, mais également d'enseignement linguistique et culturel, parce que nous avons été les premiers à enseigner l'indonésien hors de France, puis est venue La Rochelle quelques années après. Nous en sommes fort satisfaits. Merci de ces réflexions complémentaires. Et d'ailleurs, oui, je suis très content d'entendre que ça marche bien, que ça se développe avec vigueur, puisque nous avons été en contact et travaillant avec l'EDA Guillemette lorsque les études latino-américaines ont été mises en place à la fin des années 90. Et donc, je vois bien que ça se développe et ça demeure. Donc, il y a d'autres... voilà. Ici, plutôt devant.
Oui, Areski Chafaoui, donc Université de Versailles. Merci d'abord pour ces présentations. Il y a évidemment beaucoup de questions à poser, mais je vais me limiter à une qui m'a paru un aspect qui n'a pas été abordé, me semble-t-il, dans vos présentations. Vous parlez de formation professionnalisante, en les distinguant d'ailleurs des formations à la recherche. Ces catégories étant très superficielles, puisque, a priori, toutes les formations sont professionnalisantes, y compris celles à la recherche, puisqu'elles sont censées former à l'enseignement et à la recherche. Mais passons là-dessus. Si on s'en tient aux formations professionnalisantes telles qu'on les identifie, puisque le sujet c'est l'offre de formation, quelles sont les attentes des professionnels par rapport à cette offre? Comment participent-ils à la construction de cette offre? Et quels sont leurs besoins? Est-ce que c'est identifié ou pas? Je ne sais pas. Merci. Peut-être que je vais recueillir encore une autre intervention et après on va donner la parole à la table. Il y a quelqu'un d'autre? Donc, dans ces cas-là, on va réagir peut-être par rapport à déjà cette dernière question sur comment les attentes, n'est-ce pas, des professionnels sont-elles prises en compte dans les formations que vous développez? Alors, le cas est un peu différent parce que à l'INALCO, il y a des formations professionnalisantes transversales, telles que justement le CPEI, où effectivement, et qui accueille des étudiants de toutes les langues de l'INALCO. Et puis, il y a les formations professionnalisantes à l'intérieur des masters, études japonaises, études chinoises, etc. Les deux cas sont quand même assez différents parce que dans un master transversal comme le CPEI, il y a eu une réflexion, une construction de la formation depuis très très longtemps. Hein. Et effectivement, il y a énormément de professionnels qui sont impliqués dans les enseignements. Et il y a beaucoup de recours aux enseignants, à des enseignants extérieurs. Hein. Et les responsables de cette formation sont en contact régulier, sont sponsorisés en quelque sorte par un certain nombre d'entreprises. Donc là, on peut dire qu'il y a véritablement une adéquation. Je pense, en tout cas, je ne suis pas responsable de cette formation, donc je parle peut-être sans véritable autorité sur cette question-là, mais en tout cas, il me semble que effectivement, les attentes des professionnels sont prises en compte. Et alors, ce qu'ils sont, j'avoue que je ne pourrais pas vraiment vous le dire, étant donné que je ne suis pas, impliqué directement dans cette formation. Hein. Et puis, il y a les formations professionnalisantes sur une aire culturelle particulière. Hein, et c'est quelque chose, effectivement, qui est tout à fait nouveau. Et je vais vous dire très honnêtement que, pour l'instant, on est véritablement, dans une phase de réalisation, d'amélioration de ces formations, avec des moyens qui sont quand même souvent assez limités. Hein. C'est-à-dire qu'on a un bureau des stages, on envoie les étudiants dans des entreprises qu'ils ont trouvées souvent eux-mêmes. Hein, et c'est quelque chose, de mon point de vue, qui pose problème. Hein. À mon avis, une formation professionnalisante efficace ne pourra se faire que de manière transversale. C'est-à-dire chaque master, disons, sur une aire particulière ne pourra pas avoir automatiquement chaque fois sa filière professionnalisante. Je pense qu'il y a une grosse amélioration à faire de ce point de vue-là. Mais j'ai quand même eu l'occasion de discuter avec un certain nombre d'étudiants et puis de participer à des soutenances de rapports de stage. Et moi, ce que j'ai quand même constaté, c'est que ce qui était quand même apprécié, c'était déjà le niveau en langue. Est-ce que la personne est véritablement opérationnelle ou pas? Par exemple, beaucoup de nos étudiants qui sont dans une institution qui travaille avec le Japon sont amenés à faire des traductions. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est en général demandé. Et ce qui est apprécié,
c'est que si les étudiants peuvent effectivement avoir cette tâche ou pas. Hein. Ça, je pense que c'est le point le plus important. Après, pour ce qui est de, je vais dire, la connaissance de l'entreprise, des capacités, des connaissances techniques sur la gestion, etc., ça, c'est extrêmement variable. Hein. Merci beaucoup. Cathy? En fait, à l'école d'affaires internationales de Sciences Po, il y a effectivement une grande place pour des cours assurés par des professionnels, des diplomates, essentiellement des diplomates et quelques responsables d'entreprise. Enfin, ça dépend de toute façon beaucoup des masters eux-mêmes. En revanche, dans le master de sociologie poétique comparée, comme c'est un master de formation par la recherche, il n'y a que des universitaires. Donc c'est un peu différent. Et donc effectivement, notre vrai défi, c'est d'arriver à former nos jeunes par la recherche, mais à d'autres métiers que la recherche. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait Rémi Malinier, c'est qu'en fait, il va falloir regarder ce qui deviennent dans les années qui viennent. Pour l'instant, je crois que notre master est trop jeune pour que nous puissions conclure quoi que ce soit. Mais voilà, nous, c'est un peu différent de l'école d'affaires internationales. Mais ce que je peux dire également, c'est qu'on a pas mal d'étudiants qui sont à l'école d'affaires internationales, enfin, et qui aspirent à faire un mémoire de recherche un peu plus approfondi que ce qu'on leur propose à l'école d'affaires internationales. Donc, en fait, certains étudiants ont réellement envie et besoin, surtout d'ailleurs des étudiants qui viennent de l'étranger, ont vraiment envie d'approfondir sur un thème en particulier. Donc, voilà, tout le défi, c'est d'arriver vraiment à montrer l'intérêt d'une formation par la recherche pour d'autres métiers que la recherche. Merci. Et, je vais passer la parole à Vincent et à Rémi, mais peut-être qu'il est aussi le temps de mettre sur la table, puisqu'il s'agit des formations, bien évidemment, d'emblée, orientées vers l'international, puisqu'il s'agit des aires culturelles, bien évidemment, et de tenir compte d'un autre aspect qui pourrait être intéressant, pour ce qui est des intervenants, c'est la possibilité d'avoir des acteurs de la vie sociale, politique de ces zones-là. Et ça me permet de faire un lien aussi avec la problématique des nouvelles technologies. Par exemple, je connais des formations où on fait un usage accru des visioconférences, par exemple. Et puis, l'autre aspect qui ne peut pas ne pas être évoqué, disons, est celui des cours en ligne. Peut-être qu'en est-il aussi, si cette question se pose ou pas, dans les cadres des formations qui sont là, ou peut-être de celles dont sont responsables certains de nos collègues qui sont dans la salle. Mais je passe la parole à Vincent. Alors, dans le cas du Master Amérique, on a effectivement une volonté de professionnalisation. Donc, cette volonté s'exprime, nous, au semestre 9, c'est-à-dire en deuxième année, donc au Master 2. Dans le Master 2 interviennent des professionnels non chercheurs, non enseignants, je suis d'accord que et l'enseignant et le chercheur sont des professionnels aussi, mais des intervenants des entreprises privées ou d'institutions publiques. Donc on concentre ça sur le Master 2. À partir du moment où on travaille sur l'ensemble des Amériques, on a une offre déjà assez lourde en termes d'horaire. Et effectivement, le choix de la professionnalisation augmenterait encore le volume horaire, et on est tous contraints par un cadre budgétaire qui fait qu'on a des choix à faire. Et voilà, on a choisi de faire intervenir les intervenants professionnels uniquement sur le Master 2. Alors, ce que l'on constate, notamment pour les étudiants qui partent en stage, c'est que la demande des institutions ou des professionnels des entreprises vis-à-vis de nos étudiants, elle demande certes une formation rarement disciplinaire, au contraire, le côté interdisciplinaire plaît beaucoup. Par contre, on demande souvent une compétence technique, une compétence outil, parce que le stage correspond à une demande ponctuelle, soit l'organisation d'un événement, soit de la traduction, soit de la gestion de site web, etc. Et ça, ce sont des outils très spécifiques. Alors, on essaie
au sein de l'université d'offrir une formation spécifique sur ces points, sur comment monter un site web ou quelque chose qui peut se dérouler sur un volume horaire de cours relativement réduit, parce qu'on ne peut pas orienter une formation et répondre à toutes les demandes, bien sûr, des professionnels. Donc on peut ajouter certains modules ponctuellement en fonction de l'offre disponible au sein de l'université, en mutualisant certains outils, mais on ne peut pas répondre à toutes les offres, à toutes les demandes des professionnels. Mais on constate justement quand même que sur les stages, en général, en plus de la formation, on demande une compétence outil. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Merci. Oui, je vais rebondir sur cette espèce de confusion qui reste, qui existe autour de la notion de professionnalisation. Vous avez tout à fait raison de souligner que les chercheurs sont des professionnels et qu'une formation à la recherche doit être professionnalisante. Il n'empêche que, comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, une formation qui en gros va permettre à moins de 10% de ces lauréats de trouver un travail dans la recherche, on voit bien qu'on est obligé de lui trouver d'autres avantages qu'une professionnalisation. Et c'est en ça que j'entendais la professionnalisation. Alors ils peuvent encore une fois tout à fait exister. On peut faire de la recherche pour comprendre le monde. On a tous un certain nombre d'étudiants qui sont des gens qui ont déjà un métier, donc qui n'ont pas besoin de ça pour vivre. Mais à côté de ça, il est vrai qu'il existe, et de plus en plus avec... alors ça va maintenant rebaisser un peu, parce que le nombre de doctorats à nouveau diminue, mais dans les années folles, les fin des années 90, début des années 2000, on a eu toute une cohorte, et qui arrive encore maintenant sur le marché du travail, qui s'est formée à la recherche par la recherche, et qui s'est qui s'est très mal inséré sur ce marché du travail. Et donc, il est de fait que pendant très longtemps, c'est des réflexions qui n'ont même pas été menées au sein des formations. Moi, je me souviens quand j'étais en doctorat, il y a une quinzaine d'années, ce sont des choses dont on ne parlait pas et dont on ne pouvait quasiment même pas parler avec les enseignants. C'était presque malvenu. Et l'idée était finalement que, bon, il y avait une espèce de transmission des méthodes, du savoir, qui se faisait d'ailleurs souvent très bien, à un certain nombre de gens qui avaient la chance de pouvoir les prendre, et que les autres, par contre, c'était un peu un petit peu tant pis pour eux. Et c'est la grosse différence avec des formations plus... je dirais qu'on plus réfléchi sur elles-mêmes. Et je pense, en cela, je parlais des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, où maintenant ces formations en sciences humaines vraiment plus orientées vers la recherche, notre collègue du Havre en parlait aussi, sont des gens qui partent tout simplement d'un marché du travail, qui effectivement, et ça rejoint la deuxième partie de votre question, qui se disent, mais que souhaite le marché du travail? Alors on connaît notre marché du travail, hein, on peut tous savoir, c'était en termes recherche et université, on peut savoir dans 5 ans quels seront les débouchés à epsilon près. Et donc aller voir ailleurs. Et là, il y a justement, et je reviens sur la question de cette professionnalisation, je pense que les choses sont en train d'évoluer, mais il y a vraiment un travail collectif à faire pour adapter aussi bien dans le marché de la recherche, c'est-à-dire au moins avertir les étudiants que un certain nombre d'entre eux, si ce n'est une majorité, n'ont quasiment aucune chance d'obtenir un emploi dans l'université ou au CNRS dans une institution de recherche en se lançant dans un doctorat, où ça va être très difficile, etc. Et donc, à partir de là, éventuellement réfléchir avec eux à d'autres options. Moi, ça me semble vraiment une question d'éthique, tout simplement, d'honnêteté intellectuelle, que de les mettre en face de la réalité des chiffres. Et puis pour l'autre partie, la question effectivement des attentes des milieux économiques ou autres, juridiques,
Ce que j'en ai vu, moi, je suis pas tout à fait, je suis involontairement dans ces parties-là, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le master recherche qui permet de mettre, d'offrir des débouchés dans le privé. Alors, c'est intéressant à deux aspects. Donc, en fait, c'est qu'on se fait un espèce de retour d'expérience par l'étudiant. C'est-à-dire, c'est lui qui vient nous dire, après les stages, après les choses comme ça, bon, bah, finalement, c'est plutôt que de ce côté-là qu'il faudrait orienter, enfin, il ne le dit pas comme ça, mais la barque. Et la deuxième chose, c'est que ce retour est finalement souvent assez favorable aux sciences sociales, aux sciences humaines, et pas seulement à des savoirs techniques de comptabilité, de droit, comme on pourrait l'imaginer. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'il y a une place qui est encore peut-être un peu, pas balbutiante, mais enfin, dont on peut peut-être se saisir plus à bras-le-corps pour des spécialistes en sciences sociales, y compris dans les entreprises, parce qu'ils ont quelque chose, et je crois qu'il y a eu un rapport qui est sorti, au moins un article sur ce sujet, ils ont quelque chose que n'ont pas la plupart des étudiants d'école de commerce, qui s'appelle l'esprit critique, et qui consiste à arriver à vraiment analyser une situation, y compris dans son contexte économique, social, culturel, politique, de manière extrêmement rigoureuse. Et c'est de ce côté-là qu'il y a aussi pour eux une sorte de de nécessité d'affirmer leur fierté, d'apporter quelque chose, un savoir qui est différent et qui, logiquement, devrait être utile à toute organisation humaine, fût-elle une entreprise privée. Merci pour ces réflexions qui peut-être peuvent susciter des débats ou des discussions, car il me semble que, tout en étant d'accord avec l'idée que la formation vers le doctorat, la recherche doit être bien discutée et analysée avec les candidats, puisqu'il y a ce marché rétréci de la recherche. En même temps, comme je l'avais déjà dit, disons, il y a dans la tradition d'autres pays, et ça se développe aussi avec la mondialisation, la perspective de faire des thèses de doctorat sans pour autant se lancer dans la perspective de la recherche, disons, et être parfaitement opérationnel par la suite dans des formations, dans des activités professionnelles autres que la recherche. Mais bon, je vais passer la parole à Jean-Michel Blanquer, je crois qu'il voulait intervenir. Merci. D'abord, merci pour tout ce que vous avez dit. C'était intéressant de voir à quel point les 4 témoignages étaient quand même assez convergents et on pouvait relativement comparer les différentes dynamiques que vous avez décrites, dont plusieurs avaient en commun d'être relativement récentes. Et c'est un point intéressant aussi. Et sur cette question de ce qui se passe depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, je voudrais peut-être revenir un instant parce que en prenant le cas que je connais, c'est-à-dire celui des Amériques, on a eu une dynamique de rapprochement transaméricaine dont on peut dire qu'elle est partie plutôt, disons, de la recherche et de la documentation pour ensuite avoir un impact sur l'enseignement. Et cela a eu il y a eu une floraison d'initiatives extrêmement intéressantes, au premier rang desquelles celle de Rennes, dont on vient de parler. Il y en a eu d'autres, je pense à Paris même, d'ailleurs, à Lyon, dans différents points à Toulouse aussi, qui parfois ont débouché sur des masters Amérique, par exemple, ou en tout cas des coopérations renforcées dans les diplômes de 3e cycle entre nord-américanistes et latino-américanistes. Ça a été un mouvement très intéressant, à rapprocher de ce qui avait pu se passer dans les décennies antérieures, quand sur des aires culturelles plus petites, des choses de ce genre s'étaient développées. Simplement, on est un peu alerté par ceux d'entre nous qui suivent le plus cela. Je pense à Modesta Suarez, qui est responsable co-responsable de la commission enseignement de l'Institut des Amériques, sur le fait que, alors que tout ça a eu lieu quand les masters étaient quand il y a eu cette espèce de libération des masters il y a quelques années, pour le meilleur et pour le pire, mais plutôt pour le meilleur, c'est-à-dire permettant
une certaine créativité en matière de master. On a maintenant une sorte d'effet boomerang avec le fait que le ministère a souhaité resserrer les mentions de master avec une approche plutôt disciplinaire. Ce que l'on peut comprendre d'ailleurs, on voit bien pourquoi c'est fait, mais en même temps ça peut avoir des effets pervers et notamment ça pourrait contribuer à, entre guillemets, éradiquer des formations comme celles que nous avons, nous, encouragées ces dernières années. Même s'il y a sans doute l'option d'avoir des sous-titres, en quelque sorte, au diplôme. Néanmoins, qu'en pensez-vous dans vos domaines respectifs? Est-ce que vous voyez un risque de ce côté-là et quelles sont vos stratégies sur ces questions? Merci. On va peut-être voir les réponses qu'il y a dans la table. Et par la suite, je crois, je m'adresse à Jacques, enfin à tous les organisateurs, pour voir si on a dépassé un petit peu, si on peut rester encore quelques minutes. Peut-être des réactions à la question de Jean-Michel Blanquer. Oui, alors, moi j'ai eu une expérience avec Catherine Mayer-Jaouin qui est dans la salle, hein, de gestion d'un master à la fois disciplinaire, mais aussi avec des entrées langues. C'est-à-dire qu'il y avait les deux, les deux dimensions. Hein. On n'a pas eu l'impression que le ministère nous avait particulièrement encouragés. Hein. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que pour une institution comme l'INALCO, hein, je parle de l'INALCO parce que sans doute dans l'esprit du ministère, l'INALCO a une mission particulière. Il devait y avoir d'une part des masters fondés sur une langue, des masters linguistiques, et puis d'autre part des formations professionnelles. Et que s'il devait y avoir des masters fondés sur les disciplines, ils devaient avoir lieu en quelque sorte ailleurs. Hein. On a eu l'impression qu'en fait, il y avait en tout cas cette attitude, ce discours de la part du ministère qu'on a vu à travers les évaluations ARS, par exemple. Hein. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui me semble justifié ou pas? Moi, je pense qu'il y a quand même un danger, par exemple dans le cas de la japonologie. Dans le cas de la japonologie, la plupart des enseignants-chercheurs aujourd'hui sont dans les universités. Il y a de moins en moins de personnes à l'EHESS, il y a de moins en moins d'enseignants-chercheurs au CNRS. Les enseignants-chercheurs sont de plus en plus dans soit les facultés de langue des universités, des universités à travers la France, soit à l'INALCO. Si on n'encourage pas les formations à la fois linguistiques et de discipline, on va avoir des formations, des masters fondés sur une langue qui auront beaucoup de mal, à mon avis, à vraiment acquérir une véritable culture disciplinaire. Alors évidemment, on va continuer à fonctionner comme on a toujours un peu fonctionné, c'est-à-dire avec des enseignements en formant des gens extrêmement forts en langue, avec aussi une certaine compétence philologique, ce qui est quand même très important, mais avec une culture disciplinaire quand même un petit peu, disons, à améliorer. Hein. Moi, je pense que le danger, il est là. Alors, on pourrait toujours dire à INALCO, bah, écoutez, vous allez faire des langues à INALCO, puis vous allez faire le reste ailleurs. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie pour un établissement comme l'INALCO. Encore une autre réaction? Oui. Non. Oui. Concrètement, dans cette vision de la pluridisciplinarité, nous, on est directement confrontés aux réductions budgétaires et aux effectifs étudiants.
puisque je disais que le Master Amérique était né au départ, est toujours abrité dans l'UFR Langue, mais il est aujourd'hui pluridisciplinaire. Mais on a dans l'UFR Langue justement les départements linguistiques, et ces départements linguistiques ont vu leurs effectifs de master fondre de par peut-être un manque de débouchés, et puis aussi de par l'organisation des Master MEF. Ce qui fait que les masters portant spécifiquement sur une région et sur une langue se vident progressivement. Et alors pour certains, le master pluridisciplinaire est vu comme un concurrent, et pour d'autres, au sein même de l'université, c'est vu comme une sortie vers le haut pour pouvoir proposer justement une offre qui soit différente et novatrice. Donc nous, on est dans ces échanges-là, dans ces discussions-là aujourd'hui, et on va commencer cette année à repenser la future maquette. Et par rapport à certains départements, la demande est très claire, c'est-à-dire que le master disciplinaire va être abandonné au profit du master des Amériques. Et pour d'autres, au contraire, on cherche à camper un petit peu sur les positions disciplinaires et essayer de se battre pour maintenir un master disciplinaire, et donc à ne pas orienter les étudiants de ce département vers le master des Amériques. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une toute dernière intervention. Je m'apprêtais déjà, sous la pression des organisateurs, à clôturer cette table ronde, mais allez-y. Bonsoir, excusez-moi, je vais faire patienter un peu tout le monde. J'aimerais intervenir en tant qu'étudiante, en fait. Donc, tout d'abord, merci à tout le monde, parce que c'est un sujet très intéressant et qui me sensibilise énormément, puisque je suis moi-même étudiante en M2 de japonais à Paris Diderot. Oui, effectivement, j'aimerais intervenir par rapport à monsieur Thoman. Je pense qu'il y a un problème de sensibilisation dès la licence, parce que comme vous dites, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans les universités pour apprendre le japonais, par exemple, qui sont très attirées par les mangas. Donc je trouve que ces questions qui sont posées là devraient être directement posées à ces personnes en licence. Et puis effectivement, il y a quand même 3 ans. Donc au bout de 3 ans, on se rend compte que voilà, il va falloir se poser la question de l'emploi. Et c'est pas évident. Donc du coup, on nous a proposé le parcours professionnel ou le parcours recherche. C'est effectivement aussi intéressant de voir que les deux proposent quand même une formation professionnelle. Là aussi, on n'est pas assez au courant de ce que signifie, je pense, le master recherche. Et donc, beaucoup de personnes ont peur et se disent, voilà, on va faire un parcours professionnel parce qu'on ne voit pas du tout où ça nous mène, la recherche. En tout cas, il faudra bien gagner notre vie. Donc, et en plus, le parcours professionnel, donc ça propose une offre de stage que l'on doit trouver. Alors, je parle au nom de Paris Diderot, je ne sais pas trop comment ça se passe dans les autres universités ou IEP, mais que l'on doit trouver nous-mêmes. Et là aussi, il y a un problème de réseau, je pense, parce que je sais que la plupart des postes, comme il y a très peu de postes, sont souvent pris par les personnes qui sont notamment en japonais à l'ENS, en ASIOC ou l'IEP de Lyon. Et puis ensuite, pour finir, donc j'ai moi-même été inquiétée un peu par les débouchés, donc j'ai essayé de me renseigner auprès de l'IEP Lyon qui propose justement un nouveau master affaires asiatiques, notamment avec Chine et Japon. Et donc j'ai rencontré la responsable de ce master, Madame Jaluso. Donc je lui ai demandé quelles étaient les compétences requises pour pouvoir accéder au master. Elle m'a dit qu'il fallait un excellent niveau de langue en japonais. Je me suis dit, bon d'accord, c'est quand même la formation que j'ai choisie. Par contre, pour pouvoir accéder au master, il faut passer le concours d'entrée. Donc il faut savoir que les étudiants qui sont à l'IEP Lyon sont des étudiants qui ont derrière eux 2 ans de prépa et donc une formation quand même en sciences politiques pendant 1 ou 2 ans assez conséquente que nous n'avons pas quand nous sommes justement étudiants dans des arts culturels. Donc c'est ça aussi toute la complexité des études d'art culturel, c'est qu'en fait on a une qualification, on est considéré comme des spécialistes et puis donc on va avoir des cours dans la licence et dans le master qui se concentrent sur tel pays, mais finalement qui va parfois nous empêcher d'avoir justement cette distance critique qu'on nous demande ou qu'on exige actuellement. Voilà, c'est tout. Oui, alors très rapidement,
Merci pour ce témoignage, parce qu'effectivement, c'est important d'avoir, je veux dire, la vision d'un étudiant. Moi, je suis donc d'INALCO, je ne peux pas vraiment répondre pour ce qui est de Paris 7, mais le master éco-habilité, donc ça me regarde quand même, je veux dire, directement. Je pense que depuis quelques années, on a été pendant longtemps submergé par les étudiants. Je pense que, disons, dans les filières comme le japonais, il y a on a essayé de gérer le quotidien parce qu'il y avait énormément d'étudiants et un sous-encadrement, et qu'on a effectivement négligé un certain nombre de choses. Par exemple, je pense que pour ce qui est du japonais à l'INALCO, le fait que l'on ait qu'on ait réduit, qu'on ait fait une sorte de sélection, je vais dire, appelons les choses parce qu'elles sont, et qu'on ait pu un peu réduire et améliorer en quelque sorte, réduire donc le nombre d'étudiants en première année, va nous permettre, je pense, parce qu'on commence à en voir les premiers effets, à avoir un meilleur suivi des étudiants. Parce que à budget constant, à moyens constants, je pense que c'est la seule solution. Et effectivement, il y a énormément de choses à améliorer, à préparer les étudiants à effectivement préparer leur avenir de manière plus renseignée. Et alors, ce qu'on fait aussi, c'est que je pense qu'il est aussi important de faire jouer la complémentarité entre les établissements. Alors maintenant, avec les ComUE, etc., moi je pense que dans l'avenir, il y aura quand même, je veux dire, des possibilités plus grandes de faire jouer les complémentarités entre établissements. Il est évident qu'à l'INALCO, ou dans un département comme le département japonais, on ne peut pas vous enseigner tout. Et le fait que dans l'avenir, peut-être qu'il y aura des complémentarités avec d'autres établissements, nous permettront peut-être d'offrir, enfin je l'espère, une formation plus adaptée. Ça, c'est effectivement... voilà, merci. Parfait. Sur ce, on va donc se quitter pour ce qui est de cette table ronde, en remerciant encore une fois aux intervenants et à la salle qui a beaucoup contribué à la richesse de ces échanges, pour laisser la place donc à la conférence de clôture. Merci.